Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. J'ai joint Sylvie Effinger pour une conversation choc, donc âme sensible s'abstenir. Sylvie vit une situation extrêmement pénible, le mot est faible, je dirais catastrophique, une absence de prise en charge par la médecine depuis des années, enfin une prise en charge plus qu'aléatoire. Euh, Elle dérange. Sylvie est une grande gueule. Elle appuie là où ça fait mal, en l'occurrence sur ses enfants placés à l'ASE et la maltraitance dont ils font l'objet depuis des années. Sylvie n'est donc pas prise en charge par la médecine. Elle est à bout de ses souffrances, à bout de ses souffrances. Elle doit être prise à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Et nous aimerions qu'elle y soit opérée extrêmement rapidement et pas avoir un rendez-vous 15 jours plus tard, comme c'est le cas depuis pas mal de temps, depuis trop longtemps maintenant. Donc Sylvie a besoin d'une prise en charge sérieuse et extrêmement rapide. Il en va tout simplement de sa vie. Voilà. Donc, je compte sur vous. Mes vidéos sont particulièrement attaquées. J'ai appris que les gens avaient du mal à rejoindre mes vidéos, à voir mes vidéos sur YouTube. Bon, il se trouve que je gêne de plus en plus. Alors, prenez l'habitude d'aller voir et de vous abonner sur ma chaîne Odyssée. Rumble, c'est en cours, voilà. Mais allez sur Odyssée, s'il vous plaît, puis abonnez-vous. Parce qu'un jour ou l'autre, je pense que je quitterai YouTube. Voilà, donc pour Sylvie, merci. La vidéo, elle est un petit peu longue, elle avait beaucoup de choses à nous dire. Désolé, c'était très important. Voilà, merci pour elle. Force et honneur. Bonjour Sylvie, je voudrais que tu nous expliques la situation d'urgence dramatique dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. L'urgence médicale, l'urgence absolue. Et ensuite que tu nous expliques, pour ceux qui ne connaissent pas ta situation, qui n'ont pas encore vu tes vidéos sur ta chaîne ou qui n'ont pas vu les vidéos, tes deux vidéos que j'avais diffusées sur la mienne, que tu nous expliques un peu les origines de tout ça et que tu reviennes sur ta situation familiale et celle de tes enfants. Voilà. Parce qu'en fait, tu parcours un chemin de croix, mais tu portes plusieurs croix en même temps. Tu portes la croix de chacun de tes enfants et tu portes ta propre croix. Et tu pourras faire le lien entre ce que tu vis aujourd'hui, cette souffrance permanente et absolument intolérable pour un être humain, et ce qui se passe avec tes enfants. Voilà, bah, je te laisse la parole. Ok, pas de souci. Depuis maintenant 2 ans, on m'a diagnostiqué par biopsie une tumeur cancéreuse qu'on appelle un carcinome in situ. Alors, c'était à l'hôpital de Bordeaux, hôpital Pellegrin. Le médecin qui m'a pris en charge dans cet hôpital, c'est le docteur Margot Lénaf, en gynécologie, service du professeur Mathieu. Elle m'a dit, d'abord on va faire un prélèvement vaginal, et j'avais un petit bouton au niveau de la vulve pelvienne. Elle m'a dit, il faut qu'on fasse une biopsie pour savoir ce que c'est. Donc elle m'a fait monter sur la table et tout, et elle m'a fait une biopsie sans anesthésie, au bistouri, avec même pas une anesthésie locale, donc j'ai pas été endormie. Et là, il me touche une tumeur d'à peu près 5 cm qui est déjà bourbonnante. Donc elle coupe un morceau au bistouri. Ouais, elle coupe un morceau au bistouri. C'est juste une boucherie innommable. Une boucherie parce que je sais même pas comment je me suis relevée, je suis sortie, je saignais. Elle m'a donné un pansement et elle m'a filé une ordonnance de Doliprane. Et elle m'a renvoyé comme ça chez moi et elle m'a dit, dès que j'ai les résultats, je vous recontacte. Donc elle me recontacte quelques jours après. T'appelles ça de la médecine, toi? Non, là, c'est plus de la médecine. Déjà, une biopsie sur une tumeur bourgeonnante à vif,
Ouais, c'est de la boucherie et c'est une méthode nazie, c'est de la torture. On fait pas ça. On fait pas ça parce que aujourd'hui, on a quand même tout ce qu'il faut pour endormir quelqu'un ou l'anesthésier et que en règle générale, d'après moi, qui a travaillé en milieu hospitalier et qui a fait des pansements et qui a eu des soignants autour de moi, j'ai jamais vu ça. Au moins, on fait une anesthésie même locale. Alors après oui, j'entends bien, mais c'est tellement évident pour moi, pour toi, mais pour les gens qui sont jamais passés, qui n'ont jamais eu à souffrir de ce genre de choses, ça allait peut-être moins. Moi, ça me parle. On me coupe un morceau de chair à vif, sans anesthésie. Faut pas être sorti pas avoir fait 8 ans de médecine pour comprendre que ça fait très mal et que ça devrait jamais exister. Alors, après ce passage à Bordeaux, les résultats de la biopsie arrivent un jour ou... Alors oui, quelques jours après, elle me recontacte et elle me dit bon ben on vous convoque à l'hôpital, on va enlever cette. Alors elle m'a expliqué ce que c'était, elle m'a fait un dessin, elle m'a dit c'est un carcinome in situ de haut grade, VH1, je sais pas quoi. Elle m'a dit je vais vous faire rentrer en ambulatoire, vous allez voir l'anesthésiste et on va enlever la tumeur. Donc arrive le jour de l'hospitalisation en ambulatoire, mon compagnon qui est là m'a accompagné, ils m'ont fait rentrer le matin, ils m'ont endormi, ils m'ont fait ce qu'ils avaient à me faire et le soir elle me renvoie chez moi avec des soins infirmiers et une semaine de patch. Seulement une semaine de patch, de morphine parce que comme c'est un endroit quand même sensible et puis qu'il y a la pliure de la jambe. Alors, il faut quand même savoir un truc, c'est que moi, elle m'a demandé mes antécédents médicaux, j'ai eu plusieurs accouchements et je suis une personne qui cicatrise très très mal. Donc, déjà, j'étais inquiète pour la cicatrisation. Donc, elle prévoit, alors elle me fait rentrer chez moi et tout, l'infirmière vient tous les jours, pendant quelques jours, et puis comme je suis aide à domicile, j'ai arrêté l'aide à domicile. On me prescrivait les pansements, je savais faire mes soins moi-même, quoi. C'était changer un pansement, le nettoyer, mais ça cicatrisait pas. Elle avait prévu, écoute, une deuxième intervention. Donc là, elle prévoyait de me refaire rentrer encore à l'hôpital. Je suis pas allée à l'hôpital et je suis pas allée à son rendez-vous pour la deuxième intervention. Pourquoi ? Eh bien, par rapport à ce qui s'était passé la dernière fois, enfin la première fois, donc la biopsie, mais pas seulement. J'ai eu dans mes mains mon compte-rendu d'hospitalisation, de cette hospitalisation ambulatoire où elle était censée m'enlever cette tumeur externe. Et là, quelle a été ma surprise de voir qu'elle m'avait enlevé la tumeur. Mais que moi, la tumeur, je l'ai toujours. On parlait même de j'ai un compte-rendu dans mes mains qui dit qu'on m'a fait une vulvectomie partielle, mais j'ai toujours la tumeur. Donc en fait, d'après moi, elle m'a fait rentrer en ambulatoire, elle m'a bien charcuté encore pour que ça s'infecte et pour aggraver mon état. Faut être clair. C'est grave ce que tu dis. Je pense que ça a été fait à dessein pour aggraver ton état. Oui, pour mettre ma vie en danger, d'autant plus que j'ai un problème immunitaire, donc je cicatrise pas, j'ai une immunité qui est basse, j'ai une maladie chronique. C'était vraiment pour me mettre en danger et aggraver mon état. Et ça, c'est confirmé parce qu'il t'arrive par la suite, pendant 2 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a transféré de service en service. Donc, j'ai pas voulu retourner donc à cet hôpital parce que j'avais les foins, qu'ils me zigouillent, faut être clair. Je me suis dit, ils veulent me faire du mal et ils vont me torturer parce que je souffrais déjà la torture depuis qu'elle m'avait fait la biopsie. Donc, on a déménagé de département, puisque à Bordeaux, par rapport à l'affaire Leroy, il me barrait la route aussi pour me trouver un logement, puisque j'ai des demandes de logement qui ont été sabotées par une assistante sociale et nous en avons les preuves, puisque je suis handicapée à 80% et que j'avais 4 caractères de priorité pour la demande de logement. Que j'ai téléphoné à la mairie de Bordeaux et que là, même l'élu logement que j'ai eu au service logement m'a dit c'est pas normal que l'assistante sociale n'ait pas saisi le contingent prioritaire du préfet pour qu'on vous loge rapidement avec votre enfant.
Donc, on m'a maintenu en situation de précarité, on me loge pas, et l'hôpital vers lequel je vais demander des soins me torture. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je quitte Bordeaux. C'est clair. Donc, nous avons quitté Bordeaux. Et nous sommes arrivés donc dans Lyon, ça fera 1 an le 6 février. Alors, j'avais un suivi hospitalier dans un autre hôpital à Saint-Jean, hôpital Saint-Jean à Bordeaux aussi. Et là, j'étais suivie par un médecin, je me rappelle plus son nom d'ailleurs, mais j'ai ça sur des documents. Et alors lui, un jour, je lui ai demandé un certificat médical des problèmes de santé que j'avais. C'était hôpital Saint-André, pardon, à Bordeaux. Hôpital Saint-André, j'ai retrouvé le nom. Et là, le médecin, donc j'avais déjà l'IROL qui avait été enlevé, un certificat de 2 lignes, et il me met, elle vient bien à ses rendez-vous, elle prend bien son traitement. Voilà le certificat que m'a fait le médecin. Ouais, d'accord. Donc d'après moi, c'était pour pas qu'on puisse voir que j'étais déjà une patiente qui avait un CV médical et beaucoup de problèmes de santé. Donc il refusait de m'aider. Ça continue. J'ai aussi des logements. Ça continue. Ouais. Voilà, ça continue. Donc lui, j'ai eu affaire plusieurs fois à lui. J'ai compris qu'il se chiait dessus, faut être clair, il avait peur. Et il faisait ce qu'on lui demandait. Tu penses qu'il était menacé? Alors, en tout cas sous je vais pression. quand même insister sur un autre truc. Pendant toutes ces périodes de souffrance, de douleur, j'avais pas de médecin traitant référent. Et à chaque fois, je devais passer par SOS médecin à Bordeaux. À chaque fois, il m'envoyait un médecin qui refusait de me soigner ou de me prescrire les médicaments nécessaires pour mon confort, notamment les antidouleurs. Oui, il me renvoyait vers les urgences. Bien sûr, c'est abject. Donc j'ai eu 4-5 médecins comme ça, de SOS médecins. Et là, j'ai compris que vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. Ils se sont tous donné le mot, ou c'est le même réseau qui a mon enfant, qui attente à ma vie de cette façon. Où ils veulent me torturer, ils veulent me maintenir dans une souffrance tout le temps, jusqu'à ce que je meure finalement, ou que je me suicide. Parce que, à la longue, t'as envie de te tuer quoi, quand tu souffres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, ça modifie ta vie, tu perds ton autonomie, enfin, tu te remplis sur toi, tu sors plus. T'as pas 1 minute ou 1 heure de calme, ça te lance toute la journée, chaque minute, c'est juste horrible, c'est une torture psychologique autant que physique. Oui, je vis une torture permanente, il n'y a pas de répit. Et jusqu'à cet épisode récent où tu dois enfin te faire opérer, bon ça on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a d'autres événements sur cette année encore? Très important. J'ai un très bon médecin généraliste dans la région, ici, qui me suit depuis bientôt 1 an. Et lui aussi, il a commencé à comprendre que c'était pas normal, les délais et les retards. On va peut-être pas donner son nom pour lui éviter des ennuis alors? On ne donnera pas son nom. Mais c'est quelqu'un, franchement, qui a compris déjà ma situation et qui connaît mon affaire. Donc moi, j'explique à chaque fois au médecin que si je ne peux pas me faire opérer ou à chaque fois ça traîne ou ça s'aggrave, c'est parce qu'à chaque fois, il faut que je quitte le département ou à chaque fois, c'est parce que je ne suis pas en sécurité dans l'hôpital ou j'ai affaire à un médecin bizarre. Au lieu de me soigner, c'est le contraire. Donc lui, dans un premier temps, moi je me suis tournée vers l'hôpital Saint-Jean où j'avais le suivi pour une autre maladie. On m'a demandé le transfert de mon dossier médical parce que mon médecin traitant ici a demandé à ce que j'ai un suivi à l'hôpital de Sens. Et là, donc l'hôpital Saint-Jean a bien transféré mon dossier médical. Ça va faire 1 an que j'attends mon rendez-vous à l'hôpital de Sens pour mon suivi. C'est fou. Maladie chronique. C'est ahurissant d'entendre ça. Ouais. Donc, c'est le généraliste qui me fait faire les bilans de sang tous les 3-4 mois. Et c'est lui qui prescrit les renouvellements de mon traitement que je prends à vie. Et c'est aussi lui, donc maintenant, depuis quelques mois, qui m'a passé à la morphine parce que c'est insupportable, mes douleurs. Donc, au mois d'octobre, il m'a envoyé à l'hôpital de Sens vers un médecin. Un gynécologue. Mais je me souviens du médecin qui me suivait pour ma maladie chronique à l'hôpital de Bordeaux. Je peux te donner son nom parce que c'est un ripou. Bah écoute, dis toujours. Alors, ouais, parce que oui, je veux donner son nom. Donc c'est le docteur François Pacana. Ok, donc lui visiblement à côté de la plaque.
Hmm. Ok, mais je vais donner un autre détail important. Il y a aussi une association dans cet hôpital vers qui il m'a envoyé. Mhm. Et il y a une assistante sociale pourrie qui fait partie aussi du réseau qui a enlevé mon enfant. Mhm. Donc Parce tu que vois le lien? ça, on en parlera après de tes enfants. Ouais, ouais. Très bien. Hmm. Donc il m'envoie vers ce. Donc là, je me retrouve devant ce gynécologue de Sens au mois d'octobre. Hmm. Il n'a pas été très sympathique, il était même désagréable. Hmm. Il me dit bon, je vous envoie faire une IRM et un TEP scan à Auxerre. Et ensuite, j'organise votre prise en charge à Gustave Roussy, Villejuif. Ouais, c'est récent. Hmm. On était en octobre. Ouais. Mhm. Donc le 6 novembre, j'avais fait tous mes examens. Hmm. TEP scan et IRM. À Gustave Roussy. Non, à Auxerre. À Auxerre, Et d'accord. donc, normalement, le docteur de Sens, le gynécologue qui m'a suivi à Sens, Hmm. et qui m'a dit je vais vous adresser à Gustave Roussy, il a reçu les résultats de mon IRM et mon TEP scan. Donc il est censé même me téléphoner Hmm. Ben oui. pour me donner les résultats Hmm. ou me donner son avis. Hmm. Rien. J'ai plus de nouvelles du médecin. Il a disparu. J'ai essayé de l'avoir plusieurs fois par son secrétariat. Impossible de lui parler. Hmm. Donc je me suis de nouveau tournée vers mon médecin généraliste. Hmm. Et là, il m'a dit, bon, ok, il y a le Covid, mais vous êtes une personne prioritaire. Donc, il m'a dit, moi, je fais un courrier et maintenant, on contacte l'hôpital Gustave Roussy. Hmm. Et là, ils m'ont baladé pendant quelques semaines entre la dermato et la gynéco. Hmm. Jusqu'à ce que j'ai ce premier rendez-vous lundi, il y a une semaine. Jusque-là, tu n'avais jamais été à Gustave Roussy. C'était juste par téléphone. Non, j'avais jamais été. Par téléphone et par mail. Alors, par mail, on m'a demandé des pièces. Hmm. Et justement, le lundi dernier, quand je me suis retrouvée devant le médecin qui m'a reçu, le dermatologue, le mec, il me dit, j'ai pas de documents, j'ai rien. Ma fille Célie était présente. Il m'a sorti 2 photocopies, toutes noires, comme un écran de portable. Alors que Didier est témoin, j'ai envoyé tout plein de comptes rendus, opératoires, documents. Ouais, c'est fou. Donc là, il me dit, j'ai rien. Donc je vais devoir vous renvoyer chez vous. Mais on va faire un staff jeudi. Donc je vous redonne un rendez-vous pour jeudi dernier. Donc je le vois le lundi. Il me dit jeudi il y a un staff. Il me dit je vous redonne un rendez-vous pour jeudi dernier. Et la veille, il y a une secrétaire qui m'appelle et qui m'annule le rendez-vous. Et qui me dit on vous recontacte très vite par mail, mais ça sera avec un gynécologue maintenant. Donc moi, je reçois, ça a été rapide, 2 jours après, convocation avec le gynécologue. Donc branle-bas de combat, tu sais qu'il m'a fallu annuler l'ambulance, le rendez-vous de jeudi dernier, rappeler l'ambulance pour reprogrammer une ambulance parce que dans l'état où je suis, hein, j'ai le droit au transport en ambulance. Donc j'ai déjà tout prévu, tout est fait. Donc là, ils m'ont redonné un rendez-vous donc pour le mardi 26. Voilà, à 9h. À 9h. Le jour où je suis convoqué à la gendarmerie. Mais ça, c'est une parenthèse. Ouais. Mais lol, je dirais. Voilà. Donc, tu es convoqué à 9h, mardi. Mardi 26 janvier à 9h. Alors, je vais quand même dire un truc, c'est que moi, quand j'ai des rendez-vous comme ça, et surtout quand j'ai des convocations médicales, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que chaque fois que j'ai des rendez-vous avec un médecin, et j'ai un gros dossier médical, hein, j'ai tous les noms et les prénoms de mes médecins quand même. Oui. Et bien là, on me donne un rendez-vous avec docteur machin, mais je ne sais pas si c'est il ou elle déjà. Et il n'y a pas son prénom sur la convocation. D'ailleurs, on l'a imprimé. Effectivement, ouais, je l'ai vu. Ouais. Enfin, on voit la capture d'écran, il n'y a pas de prénom. Ouais. Donc, moi, mon cerveau d'HP, j'ai tout de suite pris ma tablette pour aller voir où est-ce qu'on m'envoie, c'est quoi ce rendez-vous, qui c'est le médecin. Et là, je vois le CV du médecin et ça commence à m'inquiéter. D'accord. Donc, dans la situation où je vais être claire, hein, tout peut arriver au bloc opératoire. Je fais des hémorragies. J'ai eu beaucoup d'interventions chirurgicales. Je dois avoir un dossier dans 25 hôpitaux au moins de France. Peut-être 30 même, je ne sais pas. Mais que toutes ces années, j'ai eu beaucoup de barrages, souvent dans les hôpitaux. Notamment à Blois aussi. Alors à ce stade-là, tu veux parler de Blois ou tu veux expliquer les raisons qui... Alors à Blois, c'est simple. Le médecin m'a
clairement sorti pendant un entretien qu'elle était obligée de signaler des patients comme moi au préfet. Ouais, carrément, et qu'elle avait quelques jours avant vu une délégation et le sous-préfet à la liste, écoute, c'est important, à la liste des patients qui ont des pronostics vitaux engagés. D'accord. Pour moi. D'accord. Donc en gros, il y a une décision au-dessus de la médecine, Oui. quelque part, des services de l'État qui disent cette personne-là. Faut pas la soigner, faut lui barrer la route. Alors, ce même médecin m'a bloqué pendant 3 mois mon renouvellement de dossier MDPH pour que j'ai plus de ressources. Donc tout est fait pour que je sois sans ressources dans la rue et que je puisse pas me soigner. Il faut être clair. Et cette personne, c'était qui? Cette personne, depuis des années. C'était qui cette personne? Alors son nom, son prénom c'était Valérie. Il faut que je te recherche le nom parce que tu sais, j'ai tellement eu de médecins. Ben, en tout cas, il est à ta disposition, donc voilà, on saura. Service de maladie, elle doit être encore dans l'hôpital. C'est une médecin elle-même, c'est une secrétaire médicale, Non, c'est un médecin, Et pareil, j'ai une de ses secrétaires médicales, pareil, c'est une éducatrice du CHRS où j'étais hébergée, qui a dû lui mettre un coup de pression pour qu'elle me sorte enfin le certificat médical, pour qu'on puisse déposer mon dossier pour que j'ai des ressources. Parce que j'avais plus de ressources. Donc il y a des ralentissements incroyables, c'est même pire que des ralentissements. C'est 291 € pour vivre et me soigner. C'est même des empêchements, parce que là, on peut parler en ce qui te concerne de... moi, j'en suis à dire, c'est non-assistance à personne en danger, et même en péril imminent. Et à chaque fois, pour que je sois... Donc, j'ai quitté Blois avec un pronostic vital engagé, et un médecin de la MDPH qui s'est déplacé et qui m'a remis tout de suite mon allocation handicapée, y compris le pourcentage, parce qu'il m'avait descendu à 50% dans les temps où j'étais. Donc je me suis retrouvée de nouveau hospitalisée. Là, c'était sur la région parisienne, 92. Et je suis arrivée à l'hôpital avec le pronostic vital engagé. C'était marqué partout, y compris dans le dossier MDPH de renouvellement. Et qu'est-ce qui a été fait dans cet hôpital pour toi? Je suis tombée sur une ordure de médecin. Et comme j'ai une force incroyable et des amis qui me soutiennent, ben je me suis relevée très vite et je suis sortie au bout d'une semaine de l'hôpital. Ils n'ont rien fait? T'avais été admise pour y être opérée, ou il y avait quelque chose de programmé? J'ai été perfusée, tout ça, ils m'ont refait prendre un peu de poids et je suis ressortie et je suis toujours là, voilà. Avec la même tumeur, au même endroit. Incroyable quand même, c'est que pendant 2 hospitalisations, on m'a volé mes papiers d'identité à chaque fois. Carte d'identité. Et là, c'est une assistante sociale. Et j'appelle l'hôpital 2 jours après, elle a été mutée. Elle est travaille plus là. Est-ce que tu veux nous... Parce que le temps presse, je suis désolé, je sais que tu as beaucoup à dire là-dessus, mais je pense qu'on a bien compris là, à ce stade-là, qu'il y a une non-volonté manifeste de te prendre en charge médicalement et de te tuer, que tu meurs d'infection ou de quoi que ce soit, ou que tu te suicides de désespoir. Parce que cette douleur-là, elle est juste invivable. Je mets les gens... C'est insupportable. Voilà. Mon médecin m'envoie des messages de temps en temps parce que je lui envoie des messages pour lui donner des informations sur les rendez-vous de l'hôpital parce qu'actuellement il n'est pas là. Et il m'a dit que j'étais quelqu'un de très fort et une sacrée battante. Oui, ça c'est évident aux yeux de tout le monde. Maintenant, est-ce que... de morphine, je ne sais pas comment je tiens debout. Là, tu es à 300 mg. Des douleurs dans les reins. Alors pour ceux qui et je suis méchée depuis des mois. Méchée. Et oui, tu te fais tes propres soins toi-même à hurler de douleur dans la salle de bain toute seule avec tes mèches. Ouais. Oui, avec 3 pansements par jour, là. Tu vas se cogner la tête contre les murs. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, 300 mg de morphine, qui n'ont jamais pris de la morphine, moi j'ai déjà pris de la morphine à 20 mg. Bah, à 20 mg, déjà, moi je commence à avoir des éléphants roses. Hein. Alors à 300 mg, je ne sais pas comment tu fais pour tenir. Didier et les gens qui sont autour de moi, et même mon médecin traitant, ça l'inquiétait quand je lui demandais d'augmenter les doses parce que ça me faisait comme si je mangeais des M&M's, ça me soulage pas. Il m'a dit, j'ai peur parce qu'il faut qu'on augmente tout doucement. Attention, madame Effinger, votre santé, vous pouvez faire un arrêt cardiaque, c'est dangereux.
Donc Alors, j'ai deux patchs à 75 mg LP sur le bras hmm, de Dopogésique et j'ai des intervalles d'oxycontin de 10 mg ouais. et j'en prends une dizaine par jour. Voilà, ouais. Ouais, c'est Tu te énorme. rends compte? Ouais, je me rends compte, oui, parce que je sais très bien ce Donc que ça fait. 150 dans le bras en Ouais. patch Hmm. et 100 mg Mais par malheureusement, jour. malheureusement, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'on s'accoutume. Donc, ce genre de médicaments, plus t'en prends et moins t'es sensible. Donc, t'es obligé d'en prendre toujours plus. C'est Voilà. incroyable. Mais c'est pas du tout pour me défoncer, je suis Ah non, 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 absolument bah pas évidemment, bien mauvais sûr que non. pour ça. On fait C'est ça par vraiment, plaisir. le médecin Hmm. le sait, c'est pour mon confort, parce Voilà, tout que à fait. des douleurs qui ne s'arrêtent pas, Hmm. c'est juste, Alors, bah ouais, des fois, t'as envie de te tuer tellement tu dérouilles. on pourrait, Surtout à on cet pour- endroit-là, Vincent. on pourrait, Sylvie, s'arrêter là, parce que c'est déjà un scandale en soi. Hum, Voilà, parce que là, simplement, t'es juste, ouais. c'est comme si on te mettait un fusil Bah, sur la tempe, au moins, et c'est à toi au moins, je d'appuyer. suis en sursis, Vincent. Je sais que t'en Je sourcils. tiens parce que j'ai toute ma tête et je suis très lucide. La morphine ne m'endort pas. L'idée peut te le dire. Aujourd'hui, j'ai encore eu la force de faire une quiche, de préparer le Hmm, repas. hmm, hmm. Et comme je suis hyper active, bah, je bouge beaucoup. Donc Didier a du mal même à me faire m'asseoir, Alors, me voilà. reposer, m'allonger. J'y arrive pas. J'ai mal, donc j'ai besoin de bouger et On, m'occuper la tête en fait. on va passer à la suite, hein, Sylvie. Oui. Expliquer la raison de tout ça. Pourquoi on t'empêche de te faire soigner? Pourquoi on t'empêche de vivre normalement comme une maman, une femme normale? Pourquoi on veut te faire mourir? Alors, cette persécution, eh bien, pour moi, elle est reliée à donc le premier placement de mes enfants et le réseau pédocriminel du Val-de-Marne qui a démarré en 2009. Mhm. C'est une suite logique puisque dans tous les départements, à chaque fois que je tente de m'enfuir ou de me faire soigner ou d'être logé, moi et mon bébé, on m'attend et on me court-circuite partout. Logement, social, financier, pension handicapée et santé. Et maintenant, voilà, ça, ils ont accentué ça, c'est que carrément, on ne soigne pas. Mhm. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour moi mardi 26 à 9 heures devant un médecin militaire? Ah ben ça, on va attendre de voir, mais en tout cas, on est derrière, on a les oreilles et les yeux bien ouverts. Mhm. Alors, je voudrais quand même te préciser quelque chose. À la dernière audience de Bordeaux du mois de mai, il y a déjà eu 2 fausses expertises de fait sur ma tête. Donc j'ai dit au juge, vous avez 2 expertises en plus qui ne disent pas la même chose. Donc accordez-moi une expertise, monsieur le juge. Mhm. Il m'a dit, vous voulez la faire à Bordeaux ou dans Lyon? Bah, je lui ai dit, vu mon état, ça serait quand même mieux dans mon département. Mhm. Eh bien, ça fait 8 mois qu'il n'a pas désigné d'expert. Par contre, à Bordeaux, pour m'arracher mon bébé, le premier juge a désigné l'expert en 3 semaines. Voilà, donc en fait, on comprend bien, parce que si à ce stade-là, je fais un petit point, tu es carrément menacé de mort, hein, tu es menacé de Oui, mort, oui, parce que tu as une connaissance très aboutie et très oui, complète des réseaux pédocriminels qui gravitent oui, autour oui, de l'ASE et de tes propres enfants. voilà. Voilà. Et ça, tu es devenu, Voilà. malgré toi, tu es devenu une experte dans ces Oui, trafics. voilà, parce que de maman victime, pour comprendre dans quoi j'étais, bah, j'ai dû enquêter vraiment, Hmm. faire des filatures, me renseigner, me documenter beaucoup, donc je m'instruis énormément, et puis rencontrer d'autres victimes, et puis croiser des activistes et des gens qui s'intéressent Voilà. à ces mouvements abusifs et ce réseau pédocriminel. Et aujourd'hui, voilà, même l'assistante sociale qui m'a fait enlever mon enfant l'a mis dans le rapport Hmm. du juge que j'avais une grande connaissance du dispositif qui était autour de moi. C'est évident. Alors, est-ce que tu veux résumer rapidement, parce voilà, on va pas faire une vidéo trop longue, très Oui, rapidement la situation de tes enfants, et après on renverra les gens qui veulent en savoir plus sur ta chaîne et sur ton site. d'accord. Donc mes enfants, ils ont été, après la séparation du papa, il y avait des violences. J'ai dû me tourner vers la justice parce que bah, la police en avait marre d'intervenir et qu'il fallait qu'un juge tranche sur la garde des enfants. Donc je suis allée à Créteil et j'ai eu une convocation judiciaire pour la garde des enfants. Et là, j'ai dénoncé des maltraitances et des violences sur mon fils Richie, une blessure au pénis de 10 cm, une entaille. Épouvantable. Ils ont donc, j'ai demandé une protection
écarté pardon, les enfants de mon domicile et du quartier parce que le papa, en plus, était installé avec sa compagne violente dans mon quartier à 200 mètres. Donc, elle m'a proposé un placement OPP, donc une mesure provisoire pour protéger mes enfants. Parce que, je précise, placement OPP, donc à ma demande, pour protéger mes enfants. Parce que depuis toutes ces années, beaucoup de rumeurs circulent sur moi que j'ai placé mes enfants volontairement. C'est faux. J'ai demandé à ce qu'on protège mes enfants parce qu'ils étaient en danger eux aussi, vu que le papa était violent et que sa compagne battait mes enfants. Et qu'elle a donc entaillé mon fils à 10 cm au pénis. Mon Dieu. J'ai porté plainte. Jamais eu de plainte instruite. Donc du premier placement de 6 mois, deuxième audience, on prolonge le placement et là, commence à apparaître dans les rapports que la mère a des problèmes psychiatriques graves. Alors que j'avais pas de suivi psy. On me met des visites médiatisées. Je vais voir mes enfants au foyer de Sucy-en-Brie. Donc déjà, ils ont séparé la fratrie. Les jumelles étaient dans 2 foyers différents. Donc ils ont mis le garçon et la fille Célie au foyer de Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne. Et ils ont mis Célie dans un très bon foyer à Vitry-sur-Seine au Relais. Et là, visite après visite chaque semaine, je me rends compte que mes enfants sont drogués, abîmés et probablement violés. Et que tout autour d'eux, il y a d'autres enfants qui sont dans le même état qu'eux. Parce que je les voyais, les enfants aux visites, dans le parc. Je discutais avec des parents et il y avait des mamans qui me faisaient remonter, qui avaient des violences sur leurs enfants. Ensuite, j'ai des enfants qui sont venus vers moi, que j'ai interrogés et qui m'ont nommé des éducateurs du foyer qui étaient dangereux, méchants, qui les tapaient et qui les touchaient. Un certain Carlo et un certain Frédéric Perroni. Là, on est dans quel foyer? Rappelle-moi. Le foyer départemental de Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne. D'accord. Sous la direction de Christian Favier, président du conseil départemental du Val-de-Marne. Très bien. Donc, à chaque année, j'ai dénoncé les violences sur les enfants. Et 2013, ils ont décidé de m'enlever complètement les visites et de m'interdire d'approcher mes enfants. Parce que je portais plainte, je prenais des photos et j'interrogeais mes enfants. Et je mettais tout sur les réseaux sociaux. J'ai participé à des conférences et j'ai allé au rassemblement et j'ai fait des manifestations avec beaucoup de parents, placement abusif, réseau pédophile. Donc, écoute, ils ont gardé mes enfants 10 ans. Et chaque année, j'allais aux audiences, c'était du théâtre, tout était décidé d'avance. Chaque année, changeait le magistrat, c'était fait exprès. Et chaque fois, il était marqué la même chose. La mère a des problèmes psychiatriques, elle est néfaste pour les enfants. On donne que les droits au père. Donc moi, ils m'ont retiré tous mes droits. Mais ils m'ont laissé mon autorité parentale. Oui, bien sûr. Donc là, mes 3 enfants sont sortis de ce placement et on a Stécie en 2017 qui commence à retrouver sa mémoire et qui commence à dénoncer et qui fait une fugue et qui me rejoint à Bordeaux. Donc dépôt de plainte au tribunal de Bordeaux pour Stécie. Donc Stécie qui dénonce plus d'une centaine d'agressions sexuelles, des viols filmés par des personnes cagoulées, des enfants assassinés, immolés, décapités. Et ça, elle l'a vu de ses yeux vus ou elle a vu des images à la télé? Non, elle a participé. D'accord. Et elle, bien sûr, on va lui coller des problèmes psychiatriques aussi. Voilà. Donc elle suivit que des cliniques psy, des hôpitaux de jour et ils l'ont cachetonnée à mort. D'accord. Elle, donc sur son corps, et elle m'a révélé ça il y a 2 ans, parce que je la vois pas nue, ma fille, elle est très pudique. Et elle m'a montré, donc là j'ai pu constater par moi-même, elle a sur son corps 220 brûlures et cicatrices et une mutilation aux parties génitales. Bien entendu, pas d'UMJ et les plaintes n'aboutissent pas. Donc depuis 2017, il y a la plainte qui est à Bordeaux qui a été renvoyée donc dans le Val-de-Marne. Moi-même, j'ai été convoquée à Mérignac au groupe d'appui judiciaire police pour témoigner, auditionner par rapport à cette plainte qui est rentrée au tribunal de Bordeaux. J'ai d'ailleurs le numéro de la plainte sous les yeux, si tu veux. Si tu veux, on n'a pas de retour de cette plainte, ni classement, ni suite, ni rien. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Donne-la, on va l'écouter.
Alors attends, je te cherche ça parce que justement tu m'as appelé aujourd'hui et j'avais l'intention de faire une petite vidéo courte parce que en classant des documents judiciaires et hier j'ai découvert donc que mon enfant est scolarisé que depuis octobre 2019. Ah oui. Ah ouais. Tu m'avais dit ça hier, ouais. Là c'est la CAF, donc c'est pas un faux document. Et j'ai eu ça sous les yeux, donc j'ai fait une capture. Donc le numéro de parquet de la plainte qui a été déposée pour Stécie, donc fuguée à Bordeaux et qui a été donc auditionnée à la brigade des mineurs de Bordeaux, envoyée au foyer de Hésine 24 heures et réexpédiée le lendemain par un juge, écoute bien, qui n'a pas voulu donner son nom. Donc le numéro de cette plainte, c'est 12 277 000 594. Donc, la plainte déposée, où ça? Alors, à Bordeaux, la date, ils ont mis la date. Plainte du 3-10-2017. Et ils ont rajouté partie en enquête le 11-10-2017. Donc, s'il y a des enquêteurs, des gendarmes, des policiers qui écoutent cette émission aujourd'hui, des magistrats, eh bien, nous vous encourageons à faire votre métier et vous demander qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette plainte. Et à auditionner cette petite fille surtout. Parce qu'aujourd'hui, elle n'ira pas d'elle-même vers un poste de police. Je l'ai encore eu au téléphone hier soir et je ne la forcerai pas. C'est une souffrance pour elle. Elle revit tout ça quand elle en parle. Et même, elle sait dans quoi est son petit frère. Donc, je l'ai encore eu au téléphone hier soir une demi-heure. J'évite de parler de Leroy, c'est très très dur pour elle. Elle sait tout ce que je subis. Oui, alors Leroy, bon, je pense que ceux qui suivent ma chaîne et la tienne connaissent l'affaire. C'est la suite de tout ça, en fait. C'est les représailles. Ouais. Voilà. Écoute, je te remercie infiniment. Il y aurait mes 3 tonnes de trucs à dire derrière. Je sais que tu as plein d'éléments à exprimer et à évoquer. Mais on peut pas, on est limité par le temps. Il faut que la vidéo, elle soit relativement courte pour pouvoir circuler. Donc, je renvoie les gens vers ta chaîne, vers tout ce que tu as mis en place. Tu me donneras tous les liens tout à l'heure par mail pour que je puisse mettre tout ça sous ta chaîne, sous ma vidéo. Alors, très important. Ouais. J'ai quand même quelque chose à dire d'important et je t'en ai parlé il y a quelques jours et je veux que ça apparaisse et que les gens entendent. Oui. J'ai dû me séparer de la personne qui travaillait à mes côtés depuis 3 ans et demi. Parce que cette personne est un infiltré et qu'elle a fait beaucoup de dégâts autour de moi et sur cette affaire. Et notamment sur les sites internet, eh bien, elle ne fait pas du tout apparaître toute cette torture et tout ce barrage médical qui m'empêche de me faire opérer. Vas-y. Donc en fait, depuis 1 an, il dénonce plus rien et me manipule et c'est Didier qui a mis un terme à tout ça parce que j'étais sous emprise et je souffrais en plus de tout ce que je dérouille déjà. Donc je ne travaille plus avec monsieur Jean-Michel Bessou. Très bien. C'est un infiltré. Très bien. Et je demande aux parents de faire très attention. Très bien. C'est noté et je le laisserai dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Oui, c'est important. Aujourd'hui, je travaille toute seule sur cette affaire. De toute façon, il faut bien comprendre que tout ce que tu viens d'annoncer aujourd'hui, c'est sourcé, que tu as les éléments en main et qu'il n'y a aucun souci, tu peux les donner à qui de droit si on te les demande, afin de prouver ces assertions. Ouais. Et que les gens, je voudrais dire un dernier truc, les gens, eh bien, si vous voulez comprendre toute cette affaire, en fait, allez vers des bonnes personnes ou allez vers des vraies sources. N'écoutez pas parce que comme on est dans une situation comme la mienne, des parents qui dénoncent, on est beaucoup trollés. Donc il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent sur nous. Je les ai vues. J'ai vu ces trolls sur les vidéos, je les ai vus. Ah ouais. Et en temps et en heure, il y aura des plaintes qui vont être déposées. Parce que tout ça, c'est faux. Évidemment. Et j'ai le droit de me défendre. Mais c'est pas l'urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est que je vive et que je me soigne pour pouvoir récupérer mon petit. Voilà, dans un deuxième temps. Ouais, c'était évident. Voilà, chaque chose en son temps. Écoute, je t'embrasse. Je te soutiens du fond du cœur et je sais donc cet entretien, cette interview et je voudrais dire à tous les parents, restez forts, vous n'êtes plus seuls, on est nombreux à dénoncer de plus en plus. Moi, il y a 12 ans, j'étais toute seule. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir de voir tous ces parents. Essayez de vous rassembler tous et garder le cap parce que je sens que c'est bientôt terminé tout ça.
Et si vous voulez aller Et c'est pas soutenir justement. Sylvie, si vous voulez la soutenir Sylvie lors de son rendez-vous à Gustave Roussy le 26 à 9 heures, ben allez-y, c'est un endroit Ceux qui public. sont en banlieue, bah, vous pouvez venir à l'hôpital, Voilà, c'est à Villejuif. à Euh, Villejuif. Ça s'appelle l'IGR de Ouais, Gustave Roussy. rue Édouard Vaillant, Voilà. Institut Gustave Roussy à Villejuif. Toi, tu seras un petit peu avant, Moi, je j'imagine. serai, et il y aura mes enfants qui seront présents aussi parce que Mm, mes filles 1,87 m, maintenant, c'est mes gardes du corps. mm. Tu es en Elles fauteuil, aiment leur maman et elles n'ont pas envie que leur maman, elle disparaisse. ouais. Tu es en fauteuil aujourd'hui, non? Non, je Non. marche encore. T'arrives, C'est un miracle. t'arrives à marcher. Ouais, t'es un robot en fait. Je sais pas comment. T'es indestructible. Mm. Je suis un robot parce que mon Mm. compagnon m'appelle le cyborg. Oui. Mm. Ouais. Bon, Je écoute, sais ma pas grande, comment je fais. je J'ai te la fais, foi, Vincent, j'ai la foi. je te On fais, va y arriver. on va y arriver. On va y arriver tous Voilà. ensemble. Je te Attention fais, à tous ces gens pour me relayer. Et puis ceux qui sont en banlieue, bah mm. oui, venez me soutenir. Venez. Je te fais d'énormes bisous. On est tous avec toi. Et Je te puis, remercie beaucoup. je te dis à très vite. À très vite. Merci.